bagenzi mwe hataba abagome nihaba urugomo ntihamaze imwe ntihabe n'ishyari numvise ku isi muyizenguruka muturangire rwose tugeyo. Bonsoir chers amis de Radio Urumuri, nous vous souhaitons la bienvenue ce soir dans nos émissions. Vous êtes avec Aloïse Simpunga qui vous les a préparées et qui vous les présente. D'où vous nous écoutez, d'où vous nous regardez. Nous vous souhaitons donc de bien bénéficier de l'expérience de nos invités et les invités que vous connaissez probablement. Parce que sur notre plateau, nous avons invité ce soir des organisations qui luttent pour les droits de l'homme au Rwanda, mais organisations qui œuvrent à partir de l'étranger pour différentes raisons. Je vais commencer par présenter nos invités. Il y a l'ambassadeur de Gizimana Jean-Marie Vianney qui représente l'association Ibukabo Serengera Bose, à qui nous souhaitons la bienvenue. Bonsoir, Excellence ambassadeur. Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Robert Mugabawindekwe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, à ce que je sache, le dirigeant, le responsable de l'association Jambo ASBL. Bonsoir Robert. Bonsoir. Moi aussi, je salue à tous les téléspectateurs qui regardent cette émission et tous qui suivent vos émissions régulièrement, vos brillantes émissions. Je les salue à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes aussi avec Monsieur Laurent Munyandiri-Kilwa. Je ne le vois pas à l'image, mais je sais qu'il nous écoute. Voilà, c'est réglé. Laurent Munyandiri-Kilwa est le secrétaire ou le secrétaire exécutif, qui me corrige si je me trompe, de l'Observatoire des droits de l'homme, ODHR. Le président. Bonsoir, il est le président. Merci, ambassadeur. Il est le président et je m'excuse de cette petite erreur. Donc, Laurent Munyandiri-Kilwa est le président de l'ODHR, Observatoire des droits de l'homme. Bonsoir, Laurent. Oui, bonsoir Aloïse. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est les trois invités qui sont déjà sur le plateau, mais ne soyez pas surpris s'il y a d'autres dirigeants des organisations des droits de l'homme donc rwandaises, mais qui œuvrent à l'étranger et qui viennent, si vous les voyez, venir au cours de l'émission. Donc, c'est qu'ils sont invités et ils sont très nombreux à être invités, mais la technique, vous savez, parfois occasionne des retards. Soyez donc les bienvenus, chers invités, et nous allons parler d'un sujet bon, dont nous parlons tout le temps, mais aujourd'hui, ce sera une journée spéciale ou une soirée spéciale. Aujourd'hui, on va parler de la situation des droits humains au cours de l'année 2021, telle que nous avons été présenté cette situation par le Human Rights Watch, qui vient de faire un rapport en 6 points, un rapport que je vous ai fait parvenir, et un rapport, bon, je suis journaliste actuellement, même si je suis militant des droits de l'homme, je vais vous laisser le soin de parler de ce rapport, évidemment, sous mon aide. Voilà. Un rapport en 6 points et qui montre comment les droits de l'homme au Rwanda ont été bafoués. Je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut utiliser, mais piétinés ou alors, je ne sais pas. Nous allons commencer par l'ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, donc le président d'Ibukabo Serengera Bose, qui va nous donner ses premières impressions
quand il a lu ce rapport. Ambassadeur d'Exima, Jean-Marie Vianney. Je vous remercie de me passer la parole en premier. À ce titre, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais peut-être survoler le rapport, chapitre par chapitre, parce qu'il a abordé, le rapport de Human Rights Watch a abordé tous les événements constituant violation des droits de l'homme au Rwanda. Pour l'année 2021, il fait une introduction générale qui annonce en fait les couleurs par rapport au chapitre abordé dans la suite. Il y a d'abord un accent particulier mis sur la répression politique, c'est-à-dire l'arrestation ou l'emprisonnement de certains leaders politiques ou des personnalités rwandaises qui souhaitaient ou voulaient créer des partis politiques, un parti politique. Les revenus, bien sûr, sur le cas de Victoire Ingabire, mais aussi sur l'emprisonnement, l'arrestation et l'emprisonnement de Christopher Kayumba, ce professeur, je crois, ou président d'un journal qui voulait créer un parti politique. Et après les deux, Victoire et Kayumba, il a parlé aussi du cas de Paul Rusesabagina. Ensuite, ils ont abordé la liberté d'expression, c'est-à-dire les violations de la liberté d'expression avec tout ce qui s'est passé, la répression des youtubeurs, tous ces activistes qui voulaient dénoncer en fait les excès en tout domaine au Rwanda, des poètes, là vous avez la liste, hein, on y reviendra ensuite dans les détails, peut-être pour parler de chaque cas en particulier. Et le rapport de Human Rights n'hésite pas à dénoncer aussi la répression au-delà des frontières, c'est-à-dire le fait de s'en prendre à des Rwandais vivant à l'étranger. Là aussi, bien sûr, on parlera du cas de Cassien Hamuhanga, qui a été kidnappé du Mozambique et dont on n'a pas de nouvelles aujourd'hui, et de certains autres. Ensuite, il parle d'un sujet qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans des rapports, l'orientation sexuelle et identité de genre. Après, nous aurons un chapitre sur le Covid-19, les conséquences de la gestion du Covid-19 au Rwanda. Quelles sont les conséquences en matière de violation des droits de l'homme ayant pour source ou pour origine le prétexte de la lutte contre le Covid. Après, il y aura un chapitre important sur la justice internationale, quelques annonces de décès ou d'extradition de Rwandais vivant à l'étranger vers le Rwanda. Et puis, le dernier chapitre concerne le rôle de certains acteurs internationaux ou de gouvernements étrangers, les rapports entre la France et le Rwanda, le rapport entre certains autres gouvernements et le Rwanda, et très notamment à l'aspect judiciaire. Et ils ont rappelé dans ce dernier chapitre le cas de Paul Rusesabagina. Je pense que comme introduction, ça devrait nous suffire pour aborder éventuellement chaque paragraphe ou chaque chapitre en particulier pour que nos téléspectateurs sachent que l'année 2021 au Rwanda a été, comme disaient les Romains, l'annus horribilis. C'était vraiment une année horrible, une année... oui, dans le passé, on a eu des périodes comme l'année 2021, mais il y a une concentration de violation des droits de l'homme, surtout de la liberté d'expression et de la répression politique, jamais vue dans notre pays. Même si dans le passé, il y a eu plein d'assassinats de militants des droits de l'homme, d'opposants, disparitions et autres. Et je pense que le rapport de Human Rights Watch reprend pour l'essentiel les violations des droits de l'homme que l'on a observées au Rwanda. Nous, puisque nous suivons des parties peut-être non encore abordées par Human Rights, nous pourrons ajouter d'autres cas et je vous remercie pour m'avoir permis d'introduire ce sujet. Merci, ambassadeur Nagizima Jean-Marie Vianney, pour votre intervention et pour le survol de ce rapport, un peu de mots. À monsieur Laurent Mouniandiri-Kilwa, le président de l'ODHR,
je vais poser deux petites questions parce que d'abord, est-ce que ce rapport vous a paru? Je sais que vous êtes pointilleux sur vraiment les rapports. Est-ce que ce rapport vous a paru complet? Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer? Est-ce que vous qui êtes rwandais, vous qui suivez la situation au Rwanda, qui avez vos sources d'informations au Rwanda, qui avez tout suivi et qui savez comprendre peut-être certains codes que Human Rights Watch ne pourrait pas peut-être décoder parce que vous êtes rwandais. Est-ce que ce rapport vous a semblé complet ou il y a lieu d'ajouter certaines choses? Ça, c'est la première petite question. La suivante, je la poserai après. Bon, merci Aloïse. Bon, ce rapport me semble trop résumé, à mon avis, parce que oui, les points traités sont vraiment essentiels, mais c'est pas détaillé. C'est comme ça qu'il fait généralement un rapport mondial. C'est un rapport mondial et qui vient peut-être compléter d'autres rapports de situation qui se sont déroulés au cours de l'année, et ça, c'est compréhensible. Donc là, il faut se référer à d'autres rapports qu'il a fait régulièrement. Presque pratiquement tous les 2 mois, il y avait un rapport sur le Rwanda. Donc c'est pour moi, bon, c'est une synthèse de tout ce qu'il a fait. Il est très résumé, mais il reprend l'essentiel de l'année, et ça, c'est très intéressant, comme l'a souligné l'ambassadeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient sur des sujets aussi qui n'étaient pas abordés habituellement, comme le Covid. Ça, c'est nouveau parce que la situation mondiale le permet, parce que c'est un cas nouveau. Et il y a ce côté-là sexuel, là aussi, moi aussi, ça m'a surpris qu'il aborde un peu cet aspect des violations des droits de l'homme. Mais il faut souligner quand même que, en ce qui concerne les droits politiques, les droits politiques, civils et politiques ont été abondamment abordés dans les rapports qu'il a produits au cours tout le long de l'année. Là, pour le moment, c'est ce que je peux dire, quoi. Merci beaucoup, Laurent Miandri-Kilwa. Est-ce que, la deuxième petite question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement, il y a un pan énorme des violations qui n'est pas cité ou même évoqué, parce que ici, on parle des cas, des cas qui sont très connus de façon internationale ou de façon très officielle. Vous n'avez pas un sentiment de très peu, vous qui connaissez le fond des actions du gouvernement rwandais sur toute la population, est-ce que vous n'avez pas l'impression que celui qui lit ce rapport croirait que ceux qui sont visés par les violations sont les grands militants, les grands... Est-ce que la petite population, entre guillemets, permettez-moi le mot, n'est pas oubliée? Est-ce qu'on sent que il y a quelque chose qui se passe derrière tout ça? Monsieur Laurent Miandri-Kilwa. Bon, celui qui ne connaît pas le Rwanda croirait que c'est complet. Non, à mon avis, nous qui connaissons la situation globale du pays et Human Rights Watch qui travaille sur le terrain, nous savons qu'il y a bien d'autres violations qui ne sont pas citées ici. Il y a notamment les situations foncières. Les droits socio-économiques ne sont pas abordés dans ce rapport mondial. Il y a bien sûr qu'il a abordé un tout petit peu le côté expropriation, mais il n'a pas détaillé. Il y a d'autres droits, les droits civils et socio-économiques qui ne sont pas vraiment abordés c'est ce qui m'a semblé, mais ne sont pas abordés en détail dans ce rapport. Et d'ailleurs, dans ses habitudes, je crois que Human Rights Watch n'aborde pas beaucoup les questions socio-économiques.
Il aborde essentiellement sauf quand c'est trop saillant, il aborde habituellement les droits civils et politiques. Bon, quand on voit un peu, la corruption n'est pas abordée, beaucoup abordée. Il n'a pas abordé le droit à l'éducation, il n'a pas abordé les questions d'égalité, c'est pas abordé, les questions mémorielles ne sont pas abordées, la discrimination n'est pas abordée. Bon, c'est un aspect que nous, Rwandais, nous connaissons, nous qui travaillons régulièrement sur ces questions. Même sur les disparitions, il n'a pas beaucoup parlé de ça, mais on sait très bien que dans d'autres rapports, il en a parlé. Il a parlé de certains cas, notamment des disparitions des opposants politiques, mais il n'est pas entré en profondeur dans les détails sur les disparitions de façon générale. On sait très bien qu'il a travaillé sur les cas de torture, par exemple. On sait très bien qu'il a travaillé sur les exécutions sommaires à l'ouest du Rwanda. Ces rapports sont passés, mais ça ne transparaît pas dans ce rapport mondial. Donc, dans les rapports mondiaux de Human Rights Watch, en général, c'est très résumé. Il aborde les points saillants et puis le reste, pour les détails, on va dans d'autres rapports complémentaires, circonstanciés. Merci Laurent. Monsieur Robert Mugabo Ndekwe, je sais que votre organisation suit de près ce qui se passe au Rwanda, surtout en matière de droits de l'homme et surtout en matière de justice et de mémoire. Le rapport, il est bien fait, même s'il y a lieu d'étoffer, comme vient de le souligner notre ami Laurent. Mais votre analyse quotidienne ou mensuelle sur la répression, parlons de répression. Est-ce que l'attitude vraiment du parti au pouvoir et de l'État, du gouvernement rwandais, réprimer, punir la justice, comment est-ce que ça se fait si tu devrais, parce que ce n'est pas détaillé et comme vient de le souligner les interlocuteurs qui vous ont précédé, évidemment, dans un rapport comme celui-ci et annuel en plus, on ne peut pas tout mettre en détail. Mais vous suivez jour par jour les répressions qui se font au Rwanda. C'est quelque chose qui doit être souligné et qui est bien suivi. Robert, comment pouvez-vous vraiment étoffer, essayer de faire comprendre ceux qui n'ont pas lu le rapport ou ceux qui ne connaissent pas la situation au jour le jour, comment se font les répressions au Rwanda, que ce soit au niveau de la justice ou que ce soit au niveau des institutions ou des organes inférieurs, plus proches de la population. Robert. Merci pour cette question. Avant tout, je voudrais d'abord saluer le rapport. Donc, ce rapport-là prend vraiment en compte quelques éléments qui sont très problématiques. Et donc, ce rapport les souligne, donc des exactions que le pouvoir au Rwanda, donc le pouvoir du FPR, commet sur la population de façon continue et inarrêtée. Donc, je voulais d'abord vraiment... il y a un merci pour ce rapport. Bien entendu, par rapport à ce rapport n'est pas complet. Mais en même temps, je me dis que par rapport à tout ce qui se fait vraiment chez nous au Rwanda, s'il fallait faire un rapport complet, ça serait peut-être encore un livre chaque année. C'est peut-être ça le challenge. Et la deuxième chose aussi en effet, qui vient d'être dit, c'est que ce rapport est très, très succinct. Les choses sont résumées. Par exemple, je voyais quelque chose où on a parlé de la population. Il y a un endroit où il parle des transits de Gikondo, où on met les populations pauvres, des populations qui sont marginalisées, on les enferme, on les frappe. Voilà, c'est dit en une phrase, donc on ne sent pas la gravité de la chose. On ne voit pas que c'est on va dans la rue, on prend tous les gens qui essayent de gagner leur vie, quelqu'un qui essaye de trouver le pain pour nourrir son enfant,
qui essaie de vendre ce qu'il peut vendre, qui essaie peut-être de faire la manche, eh ben on ramasse, on enferme, on frappe. Voilà, c'est cette dimension de la gravité en fait, que l'on ne retrouve pas en effet dans le rapport. Et ça, c'est très, 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 très dommage. Avant d'aller en profondeur à la question que vous m'avez posée, il y a également un point que moi j'ai beaucoup aimé sur ce rapport, c'est le point qui revient dans la justice internationale. Donc, à un moment donné, le rapport pointe également la responsabilité des autres pays. Ici, dans la justice internationale, le rapport dit que le Rwanda réclame que les gens viennent dans le pays pour être jugés là-bas. Or, on voit bien que les normes de justice ne sont pas respectées au Rwanda, mais malgré tout, les gens sont envoyés au Rwanda. Ça, c'est quelque chose qui est un clin d'œil, enfin, où on parle de la responsabilité des autres pays qui doivent également se réveiller par rapport à ça. Mais si je devais donc parler de la répression qui est faite au jour le jour par rapport aux personnes lambda, dont les personnes Oui. lambda sont… Je me permets de vous couper la parole. Donc, il y a le fait ou l'action, il y a la loi, il y a l'État. Alors, la sanction par rapport à l'action, par rapport donc à la personne qui sanctionne et la loi. La loi, qu'elle soit nationale ou internationale par ailleurs. Voilà le schéma. Excusez-moi. Moi, je voulais vraiment pointer le point où tu as dit, le point de la loi. C'est-à-dire les gens subissent vraiment des maltraitances, des injustices. Certains sont tués, disparaissent. Est-ce que ce rapport aurait dû quand même souligner, c'est le fait que il n'y a pas de suivi. On a l'impression que c'est comme si c'était tout à fait normal, que ça fait partie des règles, que les gens subissent des injustices, que les gens soient tués, que les gens soient torturés. Il n'y a pas de suivi dans ce pays par rapport à l'injustice. C'est vraiment un État qui met en place toute une éducation de violence qu'ils commettent et qu'ils transmettent à la population. Donc ça, je pense que c'est un point que j'aurais bien aimé voir dedans, et je terminerai sur ce point. Merci, Robert. Je vais d'abord saluer et souhaiter la bienvenue à M. Joseph Matata. Pour ceux qui ne le savent pas, Joseph Matata est le président du CLIR, Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda. Un centre qui est assez connu et assez engagé aussi dans l'action contre, justement, comme son intitulé l'indique, l'injustice, l'impunité. Bonjour Joseph Matata. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Je salue Robert, Laurent et Jean-Marie. Je vous salue tous. Et je te salue toi aussi, bien qu'on s'est parlé pendant la journée, mais j'en profite pour saluer les auditeurs de Radio Mori. Je déteste le terme président. C'est pour cela que je suis le coordinateur du CLIR, du Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda. C'est pour éviter ce mot de président que je trouve trop lourd. Voilà. Parce que vous avez quelque chose contre les présidents? Non, ou contre un président? Depuis que j'ai 20 ans, je déteste ce terme-là. Voilà. Si je deviens président d'un pays, je vais changer l'appellation. Ça ne sera pas le président, ça sera peut-être le serviteur ou le… Je ne sais pas, je vais trouver un autre mot. Ça dit tout. Monsieur Joseph Matata, je vais peut-être vous poser la question que je viens de poser à Robert Mugabe pour que vous puissiez le compléter, parce que je sais que vous luttez contre l'injustice et l'impunité. Qui parle d'injustice, c'est évidemment assez large, mais comment fonctionne la justice au Rwanda? Le président Kagame
a dit dans son discours une fois, je ne l'ai pas ici préparé, mais je peux le chercher dans nos archives, et que lui, sa justice, c'est de tuer une mouche. Il a deux justices, c'est comme ça qu'il a cité. Moi, je me rappelle très bien, parce qu'il y a 2 jours que j'avais écouté encore dans un autre sketch. Il a dit qu'il y a 2 justices. La justice avec les rois, dans les livres, et une justice pour les gens qu'il a appelé dans notre terme. Vous allez m'aider à trouver le mot. Il a dit, n'ubutabera bugenewe ba rutare. Abigize ba rutare. Donc la justice c'est pour ceux qui sont les récidivistes, ceux qui récidivent, quoi. Oui. Et vous vous rappelez que le 16 février, quand il a condamné à mort Kizito Mihigo, il a dit, il avait encore une assemblée, il a dit aux gens en anglais, moi je suis un très mauvais... C'est-à-dire quand il a tué, donc quand ces organes ont tué Kizito Mihigo dans sa cellule, c'est ce que vous voulez dire? Quand il l'a condamné à mort, parce que c'est vraiment, il a donné l'ordre, il a dit... Parce que ceux qui nous suivent, ils peuvent croire qu'il y a eu un procès. C'est ce que j'évite. Si on dit, voilà, il a condamné, on peut se dire qu'il y a eu un procès. Non. Vous comprenez que le chef de l'État, ce n'est pas un magistrat. Donc, quand je parle qu'il a condamné, c'est comme toutes les dictatures. C'est comme à l'époque à l'époque de Hitler ou de Pinochet ou de Saddam Hussein. Et quand il condamnait à mort un opposant ou un membre de son gouvernement, c'était vite fait, quoi. Donc, moi, je crois qu'il a bien résumé la situation. Et je me rappelle justement en anglais quand il parlait de Kizito Mihigo. Donc, c'est comme s'il voulait dire, on lui a donné la grâce présidentielle, mais il a récidivé. Mais Kizito Mihigo n'a pas récidivé, il a continué à être un bon musicien qui chante comme ils le sont. Donc, finalement, il a condamné, puisque le lendemain, on nous a déclaré que notre cher musicien Kizito Mihigo s'était suicidé. Donc, cette justice-là, c'est celle-là qui touche Cassiena Muhanga, arrêté au Mozambique, porté disparu entre-temps, Beni Rutabana, kidnappé quelque part, etc. Je crois que la seule personne qui, aujourd'hui, on peut dire qu'il a échappé, pas encore échappé, mais il est dans la gueule du loup, c'est Rusesabagina, puisqu'on ne sait pas encore s'il va s'en sortir, puisqu'il est toujours dans la gueule du loup. Il suffit que le loup mâche, et puis c'est terminé, quoi. Donc, moi, je crois que cette façon de menacer les gens, et surtout de mépriser, c'est une sorte de mépris total, comme pour tous les présidents ou tous les régimes totalitaires, le mépris est la loi, c'est la règle. Donc, ils méprisent tout. C'est comme les bons dieux sur terre, quoi. Alors, pour moi, ça reflète très bien que les régimes totalitaires méprisent la raison et n'accordent aucune valeur à la vie humaine. C'est ça le régime de Paul Kagame. Et ceux qui lui envoient des gens jugés ou ceux qui pensent qu'il y a moyen d'extrader les gens vers le Rwanda, eh bien, ils s'associent à des crimes contre l'humanité et l'histoire va les juger tôt ou tard. Là, je parle de la Hollande, je parle du Danemark, de Norvège. Il y a plusieurs pays qui ont livré des gens au Rwanda. Malheureusement, nous craignons que d'autres puissent suivre le pas, comme la France ou la Belgique, parce que Kagame est en train de demander, et en passant par toutes les portes, en essayant de manipuler, de mentir, de tromper, même de corrompre par tous les moyens, il essaie d'obtenir les gens. C'est comme les 8 candidats, les 8 acquittés et libérés du tribunal pénal international, il a failli les avoir. Hein. Quand on ne sait même pas si on ne finira pas par les avoir.
parce qu'il est capable d'aller les chercher sans autorisation même de l'État nigérien. Il est capable d'y aller. On le connaît comme il fait au Congo, il pourrait aussi aller se servir au Niger. Donc, comme régime totalitaire, il ne fait aucun effort pour évaluer les conséquences de son idéologie et de ses activités. Il méprise également la liberté intellectuelle puisqu'il s'attaque à tout le monde. Il s'attaque même à Human Rights Watch. Quand Human Rights Watch fait un rapport, Kagame fait lever quelques sénateurs, quelques députés pour insulter, même au nom, comment dirais-je? Ce n'est pas que Human Rights Watch, c'est toutes les organisations apparemment qui font des rapports ou qui font des remarques sur le Rwanda qui ne lui plaisent pas. C'est pratiquement la même réaction. Et quand il réagit, puisque justement nous parlions de cette réaction, même en justice, j'allais prononcer sa citation où il a dit que sa justice à lui, c'est de frapper une mouche avec un maillet. Un maillet, on le sait bien, c'est oui, gros comme ça. Le marteau. Avec, non, le marteau, c'est parfois un peu petit avec... mais un maillet, c'est quelque chose qu'on... Oui, pour tuer une mouche, une petite mouche. C'est pour les forgerons, parce que leur marteau il est plus lourd, plus gros. Oui, parfois le maillet est en bois ou en liège ou en d'autres matières, mais voilà la taille du maillet, c'est vraiment énorme. Donnons l'occasion à l'ambassadeur d'Eximana Jean-Marie Vianney de vous compléter à ce propos, justement, les proportions de la justice qui se fait au Rwanda. Ambassadeur d'Eximana Jean-Marie Vianney. Je vous remercie beaucoup. Moi, j'aurais une autre approche parce que nous n'avons pas un temps indéterminé. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'aborder chapitre par chapitre pour expliquer à nos auditeurs, justement, dans chaque catégorie de répression ou de violation des droits humains, le contenu du rapport de faire, et éventuellement nous complétons. Parce qu'effectivement, il y a des carences qui ne sont pas volontaires parce que ça figure dans d'autres rapports partiels de l'année. Peut-être qu'on gagnerait à suivre la logique adoptée par Human Rights Watch et compléter le contenu de son article. Mais je l'ai formulé en différentes questions, tout en vous laissant le soin d'entrer dans ce que Human Rights Watch a dit, mais aussi d'étoffer, parce que vous avez plus de connaissances, plus de sources au Rwanda que Human Rights Watch n'en a. C'est comme ça que je formule les questions, mais qui vous faut entrer dans les 6 points que Human Rights Watch a fait. Donc maintenant, on est en train de parler de la justice nationale et internationale, où le Rwanda, sous l'égide du président Kagame et son parti, ils ont une justice à eux, une justice que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Donc, je disais que les proportions entre cette justice, il y a la justice des lois, mais la répression à d'autres proportions va au-delà de ce qu'on peut dire. Matata a parlé de Kizito Mihigo. Il a été tué au lieu d'être jugé. Ça, c'est un exemple vraiment très flagrant, mais il y en a d'autres, surtout à l'intérieur du pays, chez les paysans oubliés qu'on ne voit pas à la télé. Alors, c'est ça l'image que nous voulons vraiment donner à ceux qui nous suivent. Ambassadeur d'Eximana Jean-Marie Vianney. Je vous remercie. D'abord, je vais dire que la justice, entre guillemets, ou plutôt entre guillemets, la justice rwandaise, au sens propre du terme, indépendante et libre, et qui peut rendre des jugements motivés et indépendants, cette justice n'existe pas. Nous avons en fait dans notre pays une justice répressive
une justice qui se préoccupe peu de la notion de présomption d'innocence. Quand vous êtes arrêté ou kidnappé, vous êtes automatiquement coupable aux yeux de l'opinion d'abord parce qu'on vous traite comme déjà condamné. Et le gouvernement prend position, le président de la République intervient dans le cours de la justice. Rappelez-vous ce qu'il a fait dans l'affaire Paul Roussé-Sabagina, il l'avait condamné à l'avance. Il l'a condamné avant même que toute procédure ne commence. La justice rwandaise est une justice répressive. Répressive par nature. Parce que pour un vol de poule, vous êtes puni comme un grand criminel au Rwanda. Et quand vous voyez la pratique de la justice, c'est une justice qui est téléguidée par l'exécutif en fait. Les magistrats doivent d'abord demander le point de vue des autorités administratives avant de poursuivre et surtout avant de condamner. Il est rare que lorsque vous êtes condamné pour raison politique, puisque ces crimes existent au Rwanda, ou pour idéologie de génocide, ou pour génocide, parce que c'est le crime le plus connu au Rwanda depuis ces dernières années, eh bien, vous ne vous en sortez jamais, quasiment jamais. C'est clôturé par le pardon présidentiel, la grâce présidentielle. Comme si, en fait, la justice ne rendait pas justice et qu'il fallait attendre le point de vue du président de la République pour la conclusion finale d'une procédure. Donc, pour moi, c'est une justice qui n'existe pas. Cela s'est traduit, bien sûr, sur le plan international. Parce que là aussi, même le tribunal pénal international, pour le Rwanda, n'a jamais exercé librement. Il y a toujours eu des immixtions de Kigali, des interventions personnelles du président Kagame. Le représentant du FPR à Arusha était toujours dans le prétoire en train de faire pression. Les témoins qui étaient envoyés par le gouvernement et non pas par les victimes, par exemple, cela est connu, dont certains sont allés, une fois arrivés à Arusha, certains ont tout raconté, comment ils avaient été instruits de témoigner contre la vérité et contre leur conscience. On a connu ces cas, donc cela aussi montre la nature de la justice rwandaise. Et donc, tout à l'heure, vous avez, Matata, je pense, à parler des pressions exercées sur certaines capitales, notamment des pays occidentaux, sur la France, sur les États-Unis, on ne le cite pas souvent. Or, les États-Unis se sont spécialisés en extradition ces dernières années. Il y a eu plusieurs extraditions. Il y a eu des extraditions du Canada. Il faut le dire aussi, ce n'est pas que les pays européens. Il n'y a jamais eu d'extradition de la France, par exemple, parce que la Cour de cassation française s'est opposée à toute extradition vers le Rwanda, pour des raisons qu'elle a motivées dans des rendus devenus célèbres. Par contre, la Hollande, effectivement, les Pays-Bas extradent facilement, comme si la vie des Rwandais n'avait aucune valeur. Vous êtes accusé par Kigali, et Kigali offre ou propose je ne sais quoi à certaines personnalités hollandaises, on l'a su aussi. Et puis, ces gens sont là pour défendre le point de vue de Kagame et de son parti et de son régime. C'est une véritable catastrophe lorsqu'on connaît quand même le degré de démocratie des Pays-Bas. C'est un pays normalement très, très démocratique, un pays assez original dans la gouvernance mondiale, c'est connu. Mais lorsqu'il s'agit du Rwanda, les Pays-Bas extradent trop facilement sans peser le pour et le contre. Ce qui fait qu'en réalité, les personnes qui ont été extradées vers le Rwanda sont toujours condamnées à l'avance. Ça, c'est un aspect qu'il faut certainement mentionner en priorité et de manière spéciale. Vous avez aussi, bien sûr, puisque Human Rights Watch en parle aussi, et le fameux rapport Duclerc qui démontre comment, en France, tout cela est lié, même le changement d'attitude de la France par rapport aux présumés génocidaires, qui ne sont pas présumés innocents.
jusqu'à aller installer une équipe à Kigali, quelqu'un qui est à l'ambassade de France pour aider le procureur de la République rwandaise à venir harceler, arrêter et éventuellement extrader ces présumés, entre guillemets, des génocidaires, qui ne sont plus des présumés innocents. C'est d'une extrême gravité, c'est-à-dire le mélange de la diplomatie facile, le mélange de combines diplomatiques et la justice internationale. Je peux m'arrêter là pour l'instant et mes camarades compléteront. Merci. Mais en tout cas, c'est un élément effectivement très, très important qu'il faut souligner, la justice, le mélange des genres avec la politique. Merci, ambassadeur de Guizima Jean-Marie Vianney, puisque votre organisation œuvre surtout dans le domaine surtout de l'égalité. Je voudrais que lorsque vous allez prendre la parole tout à l'heure, vous puissiez avoir préparé quelque chose sur ces inégalités. Les inégalités instituées. Vous avez fait même un travail, je crois, sur la création de ces inégalités entre les populations, les discriminations. Donc, préparez-nous donc, quelques idées tout à l'heure. Mais je voudrais revenir sur M. Laurent Munyandri-Kilwa qui peut nous parler du Covid-19. Je crois avoir lu un communiqué qui concernait de votre organisation au DHR qui concernait le Covid-19 et comment il est géré. Je crois que vous avez fait aussi des émissions là-dessus. Le Covid a été un instrument officiel qu'ils ont légalisé, alors que ce n'est pas légal, qu'ils utilisent à tout bout de champ, qui leur permet de tout faire actuellement depuis que le Covid. Vous l'avez probablement étudié comme organisation, Laurent Munyandri-Kilwa. Comment ça se présente? Est-ce que Human Rights Watch le dit assez sec, assez, avec la plus grande intensité, comme la situation se présente, ou je crois que vous pouvez nous faire entrer beaucoup plus profondément. Monsieur Laurent Munyandri-Kilwa. Allumez votre micro, s'il vous plaît. Bon, cet aspect du Covid, dans la répression au Rwanda est très flagrante. Et Human Rights Watch n'a pas beaucoup abordé cette question, même s'il a souligné. Mais il s'avère que depuis 2021, depuis d'ailleurs 2020, il s'avère que les arrestations qui se sont effectuées contre les journalistes, c'était basé sur les mesures de confinement, même si ils ont été en fin de compte libérés, mais là, on a senti réellement que ils ont utilisé ces mesures pour stopper les activités professionnelles des journalistes comme Tchoumo Hassan, comme Théoneste et les autres. Mais si on va plus loin, même contre la population, on l'a senti au niveau de la population, il y a un certain malaise par rapport à la situation du Covid et et des mesures de confinement. Parce que ça a arrêté pratiquement toute la vie au niveau du pays, alors que les pays voisins ne sont pas qui sont dans la même situation de Covid, ils ne sont pas dans la même situation de confinement ou dans la même application des mesures de confinement. Là, c'est vraiment, c'est ce qu'il faut souligner au Burundi, en Ouganda, en Tanzanie, même au Congo à côté. Ils n'ont pas, la population va qu'à ses occupations, même si ils sont sensibilisés à respecter les mesures de confinement, alors que dans ce qui concerne le pays, il y a une répression très flagrante parce que on tire à vue sur ceux qui ne respectent pas les mesures. Et puis ceux
ceux qui sont arrêtés sont confinés dans des stades et ils sont pris en photo, des ils sont morts. exposés. Il y a des morts pas par maladie, mais des morts par répression contre les, enfin, répression pour ceux qui ne respectent pas les mesures de lutte contre le Covid. Donc, il y a vraiment des morts suite donc par l'État, pas par la maladie. Oui, on en a noté certains. Il y a des motards sur lesquels on a tiré. Il y a les gens qui allaient dans les bars, qui rentraient, on tirait dessus, ils mouraient. Là, c'est pas un secret. C'est rapporté même dans les journaux officiels à Kigali par Igihecom. Donc, c'est pas un secret. Donc, cette mise en application des mesures de confinement est vraiment emblématique dans le respect du droit à la vie. Est-ce que enfreindre une mesure de confinement équivaut? Il faut tirer sur quelqu'un pour tuer. Donc, on n'a pas bien mis le masque. On n'a pas bien mis le masque sur la bouche ou sur le nez et on vous tire dessus. Hein? Oui, on ouvre un bar, un cabaret, on tire dessus. On tire sur tout ce qui bouge dans le bar. Là, c'est vraiment emblématique. Et il y a eu beaucoup de morts comme ça. Enfin, on n'a pas Du moins, quand on voit ce qui est recensé, ce qui est rapporté dans les journaux, du moins, c'est quand même emblématique. Par préfecture, on peut recenser quelqu'un qui a été tué à cause de ça. Dans nos rapports, on a vu un motard dans le sud, on a vu quelqu'un au nord qui a été tué parce qu'il était dans un bar, quand il a vu les policiers, il a fui. Il a été tué devant sa grand-mère. Il y a quelqu'un à Gikondo qui a été tué. Et puis, il y a des arrestations même qui ne respectent même pas les gens qui font les noces. Là, on les amène dans des stades. Donc, ces mesures-là, c'est incompréhensible dans ce pays. Et la gestion du Covid, Monsieur Laurent André Kilwa, la gestion du Covid a fait des beaucoup de victimes. Non, beaucoup de Bon, il y a aussi, il faut voir aussi cet aspect de recette. Bon, peut-être allons dans l'aspect de recette parce que ça a été une source de recette avec les amendes. Ah oui. Oui, tout ce qui était arrêté, il y a des montants à payer. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais côté gestion du Covid, c'était un problème franchement qu'on ne parvient pas à comprendre pourquoi des mesures sont prises pour tuer au lieu de faire comprendre et de sensibiliser la population à respecter le droit à la vie de l'autre. C'est la liberté de se faire soigner, la liberté de respecter l'autre aussi. Mais il y a un autre côté sur le Covid qu'il faut souligner, le côté soin. C'est un autre aspect. On est en train de vacciner les gens par force. Et notre confrère Matata a les informations là-dessus. Nous aussi, on a quelques informations, mais qu'on est en train d'essayer de voir un peu en détail comment ça se passe. Mais il y a que les gens fuient le pays parce qu'on les vaccine par force. Vous avez vu les journaux, les journaux ont rapporté cela côté Ijwi. Il y en a qui sont partis au Burundi, mais qui ont été ramenés aussi de force au Rwanda. Donc, les gens ont peur de se faire vacciner par force parce qu'on les prend par force, on les force à se faire vacciner sans leur consentement. C'est un grand problème. Donc, il y a la liberté. La liberté en soi est violée à cause des mesures de confinement. Elle est violée aussi par le fait que les gens sont forcés de se faire vacciner par force sans aucun respect de la dignité humaine. Matata vous l'expliquera. Il semble que même, par exemple, les gens, les témoins de Jéhovah qui ne croient pas à ces vaccins, sont forcés de renier
c'est un peu comme si rogner leur conscience pour se faire vacciner par force. On leur injecte des vaccins, on leur dit, au nom de votre Dieu, maintenant, on va vous vacciner. Donc, c'est quand même un problème de gestion de la santé et du respect de la dignité humaine de ce côté-là. Bon, nous n'avons pas encore fait un rapport détaillé là-dessus. Bon, nous espérons continuer à creuser un peu pour voir comment cette situation est gérée, mais c'est quand même inquiétant. Bon, allons chez M. Robert Mugabe Ndekwe de Jambo ASBL. Nous savons que votre association est tout le temps visée par les officiels de Kigali, hein, comme quoi il y a des descendants, des parents qui sont descendants d'autres parents, qui sont descendants d'autres parents, qui auraient commis des crimes, même dont les descendants dont vous-même vous ne connaissez pas les noms. Et le Rwanda dit que vous devez être punis, donc les membres de votre association, de votre organisation, doivent être punis par la loi du président Kagame et son... Est-ce que il y a eu des harcèlements? Donc, essayez de nous parler des harcèlements, parce que ce sont des harcèlements tout court. Hein. Vraiment, je ne vois pas un autre terme à utiliser. Est-ce que Robert Mugabe Ndekwe, qu'est-ce que vous pouvez parler de 2021 au niveau de harcèlement des gens pour des fautes qu'ils ont commises ou des fautes imaginaires ou inexistantes? Robert Mugabe Ndekwe. Mais si vous voulez aller au-delà aussi, conformément à ce qui est écrit dans le rapport ou d'autres sources, allez-y. Oui. Merci. Je vais d'abord rebondir un peu sur la gestion du FPR du Covid. Pour le Covid, parce que pour moi, c'est révélateur vraiment de ce pouvoir-là, c'est-à-dire la façon dont ils ont géré le Covid. La Covid montre quelles sont leurs priorités. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup de Rwandais qui sont à l'extérieur. Dans beaucoup de pays, on peut vraiment comparer et voir comment est-ce que les autres se sont comportés et comment est-ce qu'au Rwanda, ça s'est passé. Et on est vraiment étonné de voir qu'on prenait des règlements du style « à partir de ce soir, tu ne peux plus sortir de chez toi ». Autrement dit, si tu n'as pas fait les courses, si tu n'as pas assez d'argent dans ta poche pour aller courir, acheter la dernière chose, eh ben, ta famille va mourir de faim. Ce n'est pas grave, ce n'est pas notre problème. Et également, voir comment est-ce qu'au tout début du Covid, les gens avaient faim, les gens mouraient de faim. Et on essayait de venir en aide à ces personnes-là. Mais le Rwanda ne voulait pas qu'on voit qu'il y a des gens qui apportent de l'aide, qu'il puisse y avoir un problème dans ce pays où pourtant 90% de la population n'a pas vraiment de quoi manger. Hein. Voir ça, c'est incroyable. C'est vraiment... C'est cette volonté le manque d'empathie des dirigeants par rapport à la population, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire la population n'est pas vraiment ce qui est vraiment important. Alors, je vais partir de ça donc pour répondre à la question des harcèlements. Donc, bon, je ne vais pas vraiment m'étendre sur la question des enfants des tueurs. Moi, je ne sais pas de qui je parle. On est tous enfants de quelqu'un. Par contre, ce que je trouve de dangereux, c'est le fait d'utiliser la population rwandaise, d'utiliser les blessures des gens, d'utiliser les problèmes ancestraux, c'est-à-dire il y a nous, il y a eux, on va les opposer. Et mettre en place un tel discours, le répéter continuellement, jusqu'à ce que les gens finissent par croire. Et en effet, à un moment donné au Rwanda, les gens, les jeunes, les grands, croyaient que Jambo, ASBL, c'était quelque chose d'infréquentable, quelque chose des négationnistes, des gens qui ne veulent du mal en fait, aux Rwandais. Mais avec le temps,
Avec le temps, on voit vraiment que les gens prennent conscience, les gens vont s'informer, les gens essaient de s'informer. Et je pense que c'est vraiment ça la solution. Et j'espère qu'il y aura ça de plus en plus en 2022. Est-ce que les Rwandais aillent chercher l'information, que le Rwandais n'avale pas tout ce qu'on leur donne et qu'ils utilisent le Rwandais est quelqu'un d'intelligent. Ça se voit lorsqu'il va partout. Partout où il va, il est bien reçu parce qu'il a les capacités et donc il doit utiliser ses capacités pour vraiment trouver qu'est-ce qui est important pour lui et prendre action par rapport à ça. Sans devoir empiéter sur la question de mémoire et d'inégalité que M. l'ambassadeur d'Ismaël Jean-Marie Vianney va nous développer tout à l'heure, pouvez-vous dire que la politique de réconciliation, quand il y a cette identification de l'autre comme étant l'enfant le descendant d'une telle famille, et que cela soit une plaie, une cicatrice ou quelque chose, ou une raison de mettre à côté, vous croyez que cette politique de réconciliation des Rwandais est possible avec les actions journalières quotidiennes, notamment les harcèlements que font le FPR? Peut-être que c'est peut-être une raison pour laquelle le FPR peut-être ne nous considère pas beaucoup. Vraiment, au tout départ, Jambo, nous, on veut un Rwandais où tous les Rwandais puissent vivre ensemble. Tous les Rwandais se sentent chez eux, tous les Rwandais puissent revendiquer leurs terres et s'épanouir. Donc, dans les premières analyses, dans les premières conclusions auxquelles on est arrivé, on a compris que le FPR n'apportera jamais un tel pays. Il n'apportera jamais un tel pays parce qu'il ne peut pas concilier les gens. Ils peuvent faire semblant, mais ils ne peuvent pas en réalité parce qu'il y a toute une partie de la population qui souffre qui souffre des choses dont le FPR a commis. Donc, il faut d'abord qu'on parle de ça. Et parler de ça, c'est mettre en péril leur pouvoir. Donc, dès le départ, on sait bien qu'ils ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas faire la réconciliation. Et on voit que dès qu'ils sont en difficulté, ils n'hésitent pas à séparer pour régner. Ils n'hésitent pas à faire en sorte que on va faire en sorte que la jeunesse rwandaise ne se retrouve pas, que les Hutus et les Tutsis ne puissent pas être ensemble pour penser au Rwanda de demain. Alors, pour ce faire, on va diaboliser, on va inventer, on va créer le discrédit. Donc, la réconciliation, je pense qu'on recule de jour en jour. Donc, si j'ai bien compris, on piétine le droit à la parenté ou à la paternité, le droit au nom ou l'appartenance familiale, parce que quand on diabolise quelqu'un parce qu'il est descendant d'eux, je pense que c'est le droit fondamental de cette personne qu'on piétine. On a le droit d'être descendant d'eux, même si le patriarche est réputé de ceci, de cela. On a le droit d'être considéré comme un citoyen à part entière, sans être diabolisé ni discriminé. Ce qui ne se fait pas quotidiennement au Rwanda. Justement, Robert, si tu vois l'exemple des membres de votre organisation. Oui, tout à fait. Même si, bien sûr, Jambo n'est pas fait que des gens, des descendants d'eux. Mais cela dit, on a quelques membres dont les parents étaient connus ou occupaient une poste, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas leurs idées, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas droit à apporter leur pierre à la construction du pays. Et ce n'est pas une raison d'inventer des crimes pour discréditer cette personne qui est en face de toi juste parce qu'il porte un combat, parce qu'il porte une voix
qui est contradictoire à la tienne. Mais on voit que c'est ce qu'ils font déjà au Rwanda. On a tout l'exemple de tous les gens, les Karasira, les Chuma, toutes ces personnes-là nous montrent que c'est la politique qui est menée. Et je dirais que les Rwandais, justement, doivent vraiment réfléchir beaucoup par rapport à ça, ne pas attendre que ça leur arrive pour se réveiller. Sinon, on n'arrivera pas, on ne construira pas ce Rwanda de demain, alors que c'est à nous de le faire. Hein. Ça nous incombe. Merci Robert Mugabe Ndekwe. Monsieur Joseph Matata, je vais essayer d'aller vite. Parlez-nous de l'impunité. L'impunité, est-ce que ce sont les vrais criminels qui sont punis au Rwanda? Comment sont punis les criminels? Parce que le rapport de Human Rights Watch, j'ai l'impression qu'il n'en parle pas. Pourtant, c'est un pan énorme des droits de l'homme. Monsieur Joseph Matata. Eh bien, l'impunité, c'est le fléau national. Maintenant, aujourd'hui, je dirais même que c'est un fléau mondial. L'impunité. Vous voyez les chefs d'État, les forces de l'ordre, les soldats qui sont en retraite ou encore en activité, surtout les grands gradés, les hauts officiers du Rwanda, ils sont déjà impliqués dans les crimes en Ouganda, ils sont impliqués dans les crimes au Rwanda et ils sont allés massacrer au Congo. Donc, nous avons des criminels sans frontières, des professionnels du crime, des crimes organisés d'ailleurs en Afrique des Grands Lacs. Et c'est ce que le docteur Mukwege dénonce. Mais si je peux faire une petite comparaison qui mérite bien son nom, je comparerai le régime du président Paul Kagame comme celui de Hitler. Parce que avant que les massacres contre les Juifs ici en Europe se soient généralisés, eh bien, Göring déclarait en mars 1933, donc 7 ans avant le début de la guerre, ou 6 ans avant le début de la guerre, voilà ce qu'il déclarait. Göring, il déclarait la même chose que Kagame. Il disait, ici, je n'ai pas besoin de me préoccuper de justice. Mon unique mission est de détruire et d'exterminer, rien d'autre. Est-ce que vous ne trouvez pas que la phrase ressemble à celui de Kagame? Donc, vous me parlez d'impunité, mais Madame Kara Deliponte du tribunal pénal international, pourquoi est-ce qu'elle a été chassée de son poste en 2003? Parce qu'elle a osé, parce qu'elle a évoqué la poursuite contre les criminels du FPR, contre les génocidaires. Même pour le moment, c'est le titre qu'il mérite bien. Ce sont des génocidaires du FPR qui doivent rejoindre les génocidaires du MRND ou des Hutus, ou quelque part, des Hutus qui sont impliqués dans les crimes de génocide. Donc, la différence, c'est que les Hutus ont été poursuivis partout où ils sont, au Rwanda et à l'étranger, etc. Il y a eu ce tribunal pénal international. Mais les gens du FPR, ils n'ont jamais été poursuivis pour les crimes, pour les massacres commis en Ouganda. Ce sont des centaines de milliers d'Ougandais qu'ils ont massacrés avant de descendre, avant d'envahir le Rwanda et de massacrer depuis le nord jusqu'à dans tout le pays, et qu'ils ont poursuivi les massacres au Congo. Non seulement ils ne se sont pas contentés de massacrer les réfugiés Hutus du Rwanda, mais ils ont massacré les réfugiés congolais, plutôt les réfugiés burundais, et ils ont massacré les populations autochtones congolaises qui avaient un faciès qui ressemble comment tu vois, les Congolais, les Rwandais se ressemblent, les Burundais, les Tanzaniens se ressemblent, ce sont des populations frères. Et oui. Donc, l'impunité, c'est un fléau terrible. Et quand on a, et une fois qu'on dans le temps, vous le dites bien, hein, monsieur Joseph Matata, dans le temps, donc le FPR n'a pas été puni pour ses crimes. Oui, alors que le côté gouvernemental du temps, dans le temps, ils ont été punis par la justice internationale, mais aussi par la justice transitionnelle.
Voilà. Mais Et je terminerai en une phrase oui, sur les propos de Muganga, le général Mubarak Muganga, qui a parlé que quand ils vont au Congo, ils tuent les réfugiés et les réfugiés servent à fumer. Donc, ils servent de fumier aux forêts congolaises. Je vais faire ici l'allusion avec un certain Mao Tse-tung, l'ancien président chinois, qui disait justement, qui n'hésitait pas à dire que la vie de ses concitoyens ne comptait guère pour arriver à ses fins. Et voilà ce qu'il racontait. Vous verrez, ce sont les mêmes phrases. Hein? Si l'on additionne tous les propriétaires fonciers, être propriétaire foncier en Chine, c'était un crime. Si on additionne tous les propriétaires fonciers, les paysans riches, c'était aussi des coupables, les contre-révolutionnaires, les mauvais éléments et les réactionnaires, leur nombre devrait atteindre 30 millions. Dans notre population de 600 millions de personnes, ces 30 millions ne sont qu'une seule portion sur 20. Qu'y a-t-il à craindre? Nous avons tellement de monde ici en Chine. Nous pouvons nous permettre d'en perdre quelques-uns. Quelle différence cela fait-il? Et il a ajouté, les morts ont des avantages, ils fertilisent le sol. Voilà. Je viens de vous citer ce que c'est l'impunité. Quelqu'un qui se sent hors d'atteinte, qui ne peut pas être poursuivi par la justice, dont la population est isolée, il s'exprime de la même façon. Kagame, quand il parle de justice, la justice en livre avec les lois et une justice pour les récidivistes, donc le massacre et l'assassinat. Voilà, c'est ça qu'il a fait. je peux vous aider, Monsieur Joseph Matata, question d'impunité. Il y a un article, c'est lequel encore, je vais le chercher. En tout cas, tout le monde peut aller vous lire la constitution du Rwanda. Un article qui dit que le présent président ne peut être puni ou responsable, en tout cas pris pour responsable pour les crimes qu'il commet, pour les crimes contre son pays, ni aujourd'hui qu'il est au pouvoir, ni quand il ne sera plus au pouvoir. Voilà, c'est ça, s'assurer l'impunité. Donc, ça, c'est l'impunité dans la constitution d'un pays. Alors, on imagine une question subsidiaire pour vous, Monsieur Joseph Matata. Bon, ça c'est dans le temps, ça c'est l'histoire du FPR, mais parlons de maintenant. En 2021, puisque le rapport du Human Rights Watch parle du 2021, ou même aujourd'hui quotidiennement, il y a des responsables ou des gens qui commettent des crimes et des crimes qui ne sont pas punis. Il y en a. Je vous citerai le cas de l'actuel ministre de la Sécurité, ministre Umutekano actuellement, M. Alfred Gassana. Gassana était bourgmestre de la commune Nyakabanda, et je vous cite ici. Le 5, dans le communiqué que vous voyez ici, c'est un communiqué numéro 17. Eh bien, le 5 juillet 1997, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué 16 personnes, dont des enseignants, dont les présidents, les responsables de la fameuse coopérative des fontainiers du Rwanda, Koforwa, Wakanyamigezi. Il les a massacrés en une seule soirée, samedi le 5 juillet 1997. Et ça fait l'objet de notre communiqué numéro 17. Mais les gens peuvent croire que... Les gens, maintenant, il a été nommé à partir du 10 décembre, il a été nommé ministre. Donc, ça dit que Kagame va rechercher dans son stock des criminels impunis et il les ramène. Et c'est lui qui est en train d'exécuter son programme d'étrangler, de ligoter et de vacciner de force, notamment les Barocorés. Donc, tous ces gens-là qui ont, je veux dire, qui confondent la vaccination avec ce qu'on raconte dans la Bible, l'article, le fameux 66, le chiffre de la bête 66, etc. Donc, c'est lui qui est en train de les ligoter, de les poursuivre, de les attaquer à la maison comme si c'était des criminels de grand chemin. Donc,
c'est ça qui te montre l'impunité va toujours avec l'injustice. Parce que celui qui n'a jamais été puni, il continue de se comporter en criminel et il meurt dans son lit, comme tous les grands dictateurs qui ont massacré et qui ont fini leur jour, qui ont expiré dans leur lit paisiblement sans avoir été inquiétés. Voilà. Mais à vous entendre, M. Joseph Matata, bon, quelqu'un qui ne connaît pas la situation actuelle au Rwanda, il peut croire que voilà, le FPR a commis des crimes, ils n'ont pas été commis, tout ça, peut-être qu'ils ont été... Saoula est devenu Saint-Paul et que le FPR actuellement ne commet plus de crimes qui ne sont pas punis. On parle de 2021. Est-ce qu'au jour le jour actuellement, les gens subissent des crimes encore qui ne sont pas punis actuellement? Vous le savez, hein, vous le connaissez, on a répertorié tout le temps. Vous avez tous les jeunes disparus. On a même les jeunes de chez vous, là, à Tchangougou. C'est même pas les jeunes, les enseignants, les commerçants, les hommes d'affaires. Moi, j'en ai fait un communiqué, le communiqué numéro 146. Tu vois, je parle du communiqué 17 en 1997 et je parle du communiqué 146 en 2019. C'est toujours les mêmes massacreurs en place. Les assassins venus d'Ouganda, ils ont massacré le Rwanda, au Congo, et récemment, ils voulaient aller bien massacrer les Burundais, si les Burundais n'avaient pas résisté. Et en plus de ça, ils vont massacrer, ils vont assassiner des commerçants au Mozambique, au Kenya. Ils ont même kidnappé un ancien ambassadeur du Rwanda au Burundi, M. Habimana Augustin. Il a été kidnappé en janvier 2014, juste après l'assassinat de Patrick Karegeya en Afrique du Sud, le colonel Patrick Karegeya, donc Kagame s'est vanté de l'avoir fait exécuter comme un traître, comme quelqu'un qui lui a trahi, etc. Donc, les criminels, tant qu'ils sont encore en activité, ils continuent de tuer, ils ne savent faire rien d'autre. Voilà, ambassadeur Ndegijimana Jean-Marie Vianney, bon, la question, vous la connaissez. Je crois que vous l'avez préparée. Les inégalités, les discriminations. Vous avez fait un travail dans votre organisation, c'est dans l'ADN du FPR et ça continue, ambassadeur Ndegijimana Jean-Marie Vianney. Je vous remercie beaucoup de revenir sur ce travail qu'on a fait et qu'on a publié en avril 2019. Parce qu'il s'agit d'un travail que nous considérons comme très important, qui a été documenté et qui a été basé aussi sur des témoignages de personnes se trouvant à l'étranger, mais aussi et surtout par des personnes vivant au Rwanda, y compris des gens qui étaient en prison, que nous avons consultés à notre manière. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a quelques prisonniers politiques ou autres qui possèdent des téléphones portables en prison et qui communiquent avec l'étranger. Mais il y a aussi et surtout des jeunes gens de toutes ethnies d'ailleurs, membres d'Ibuka, membres de ARG, membres de toutes ces organisations que l'on considère comme pro-régime, mais des jeunes qui ont tout compris, que le régime du FPR ne recherche pas l'unité, ne recherche pas la réconciliation entre Rwandais comme Robert Mugabe l'a démontré tout à l'heure. C'est vrai que dans tous les rapports, d'ailleurs vous y êtes revenu, ou alors Laurent en a parlé, dans les rapports de Human Rights, dans les rapports d'Amnesty, y compris nos propres rapports d'ailleurs, elles reviennent sur des violations épisodiques ou périodiques ou actuelles des droits individuels. Et souvent, nous n'osons pas parler de violations globalisantes concernant un groupe donné. C'est ce que nous avons essayé de faire avec le manifeste publié en avril 2019, où nous avons démontré qu'en fait, au-delà des violations des droits de l'homme contre telle personne, au-delà de l'arrestation d'ailleurs, qui parfois nous distrait de l'essentiel. L'essentiel que je veux dire, c'est quoi? C'est la violation
permanente et institutionnalisée de certains principes pourtant consacrés par la Constitution de la République, notamment le principe d'égalité et de liberté du citoyen rwandais. Dans toutes les républiques et dans tous les pays démocratiques, ce principe est le pilier de l'unité nationale et de l'existence même de la nation, parce qu'on ne peut pas concevoir une nation où les citoyens ont des droits inégaux. L'article 15 et 16 de la Constitution rwandaise, qui a été modifié, renouvelé, aménagé, réaménagé, y compris en 2017, ou 15 plutôt, eh bien, la Constitution consacre ces deux principes, l'égalité et la lutte contre les discriminations de quelque nature que ce soit. Or, nous nous retrouvons dans notre pays face à un système de discrimination que nous avons, nous, qualifié d'apartheid. Parce que ça tolère, en fait, ce qui se passe au Rwanda, et qu'on n'ose pas souvent dire, hein, de peur d'être traité d'ethniste ou d'interahamwe ou de... comment ils disent encore, lorsque vous parlez de discrimination ethnique, ils disent que vous avez l'idéologie du génocide, ce qui n'est pas vrai. Quand il y a un défaut, quand il y a une déviation, surtout institutionnalisée, nous devons la dénoncer. Alors, les domaines dans lesquels nous avons constaté cette déviation, pour ne pas dire cette discrimination institutionnalisée, c'est divers domaines. Tout à l'heure, je pense que c'est Matata ou alors Robert qui en ont parlé, c'est la justice. Dans le domaine de la justice, Gacaca, c'est-à-dire la justice traditionnelle, on le sait, tout le monde le sait, que seuls ont été jugés les personnes considérées comme des génocidaires Hutus, responsables du génocide contre les Tutsis. C'est tout à fait logique et ce n'est que justice de poursuivre ces personnes-là. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation où les Hutus étaient globalement considérés comme des génocidaires, mais aussi et surtout un système dans lequel des criminels de l'ethnie Tutsi, eux, étaient protégés. Automatiquement, même quand on savait qu'ils avaient tué des gens depuis 1990, il n'y a jamais eu de procès contre des membres du FPR, par exemple, dans les Gacaca, pour les différents crimes, pour les assassinats et pour même des actes de génocide. Hein, nous les considérons comme tels, même si nous ne sommes pas des juges. Eh bien, ces personnes-là n'ont jamais été poursuivies. Donc, il y a une discrimination fondamentale en matière de justice. C'est-à-dire que tous les Rwandais n'ont pas le même droit d'accès à la justice. On paraît clairement, une famille Hutu qui a perdu des membres de cette famille et qui ont péri sous le bombardement du FPR ou parce qu'ils ont tout simplement été exécutés, massacrés à Byumba et ailleurs, eh bien, les membres des familles de ces victimes-là n'ont pas le droit de porter plainte contre les auteurs de ces crimes, parce qu'ils sont Hutus. Parce que porter plainte contre le FPR pour avoir massacré les Hutus, ça voudrait dire tout simplement que le FPR serait donc responsable de crimes. C'est un domaine réservé auquel on ne touche pas. Seuls les vaincus Hutus doivent être poursuivis. Sur le plan international, on a constaté la même chose. Le tribunal pénal international n'a pas osé, et chaque fois qu'ils ont essayé de le faire, rappelez-vous en 2003, lorsque, après le dépôt du rapport sur les crimes commis par le FPR, Kala Del Ponte a voulu poursuivre, eh bien, elle a été limogée tout simplement. On l'a empêché de se porter candidate pour le mandat suivant, ce qui revient au même. Et elle l'a expliqué, et elle l'a reconnu dans plusieurs déclarations. Donc, pour moi, les discriminations quotidiennes, c'est grave. Mais des discriminations fondamentales et institutionnalisées auxquelles les gens finissent par s'habituer, c'est plus grave. C'est ce qui avait rongé les États-Unis dans les années 40, 50, 60. Je ne parle pas de la période de l'esclavage. Mais Martin Luther King a été tué pour ça, parce qu'il dénonçait l'apartheid dans son pays contre les Noirs. Mandela a passé 27 ans en prison
parce qu'il a dénoncé l'apartheid en Afrique du Sud contre les Noirs, où les Noirs n'avaient aucun droit et ne pouvaient pas justement porter plainte contre un Blanc, par exemple. Alors, d'autres discriminations institutionnalisées, encore une fois, et je ne parlerai que de celle-là sans désigner la victime, c'est que la conséquence de cette interdiction de poursuivre, de défendre ses droits en justice, appelle une conséquence tout à fait logique, c'est que quand il n'y a pas de victime, il n'y a pas de mémoire. Quand il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de commémoration, il n'y a pas d'hommage aux victimes. Que ceux qui ne le savent pas comprennent, surtout les non-rwandais, qu'ils sachent que les Hutus qui ont perdu des membres de leur famille, par centaines de milliers, au Rwanda et en République démocratique du Congo, ils n'ont pas le droit de se réunir, par exemple, pour rendre hommage à leur famille, plutôt aux membres de leur famille massacrés, y compris ceux massacrés par les Interahamwe d'ailleurs, pour ne pas faire un peu, voilà, pour ne pas être systématiquement contre les FPR. Même ceux qui ont été tués par les Interahamwe, eh bien, les populations n'ont pas le droit de les honorer, pour ne pas être obligé de leur donner plus de droits à l'égard des victimes du FPR aussi. Donc, on préfère dire non, vous n'avez pas le droit de le faire. Et si vous n'avez pas le droit d'évoquer les morts de vos familles, vous n'êtes pas classé parmi les rescapés. Même quand vous avez été bombardé de Byumba à Kisangani ou en Équateur ou même au Congo, Brazza, même quand vous avez échappé au massacre perpétré par le FPR, vous n'avez pas le droit d'utiliser le terme rescapé. Vous n'êtes pas un rescapé. Pour être un rescapé des massacres, il faut être Tutsi. C'est systématique. Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis prêt à discuter et à débattre sur cette question avec qui veut. Mais on n'a pas le droit de dire « je suis un rescapé » si on n'est pas Tutsi. Et mes parents Tutsi savent que ce n'est pas vrai. Et ils savent qu'en le disant, on ne stigmatise pas les Tutsis. Ça, c'est quelques points. Mais ça va au-delà de ça. Vous n'êtes pas rescapé. Donc, les membres de votre famille morts, massacrés par le FPR, ne comptent pas. Et donc, vous n'avez pas le droit à toute aide. Vous n'avez droit à aucune aide de l'État, même quand vous avez tout perdu. Une petite question, monsieur l'ambassadeur. Vous avez bien décrit le style FPR dans le temps, des crimes qu'ils ont commis et dont ils ne sont jamais punis. Mais je vous pose une petite question pour ne pas que les gens qui nous regardent… Posez-moi une grande question si vous voulez, il n'y a pas de souci. Qui ne croient pas que le FPR est devenu un saint. Concernant les inégalités, actuellement, les Rwandais qui vivent aujourd'hui, en janvier 2022, est-ce qu'ils subissent encore ces inégalités au jour le jour, au quotidien, inégalités à caractère ceci, cela, discrimination. Aujourd'hui, en 2022, ça se passe comment? Est-ce que le FPR est devenu un saint? Ça n'a jamais changé, cher frère Aloïse. Ça n'a jamais changé. Demandez à Joseph Matata, à Robert Mugabe Ndekwe et à tous les camarades. Vous savez, à plusieurs reprises, nous avons essayé d'organiser des cérémonies de commémoration et d'hommage à nos parents des deux ethnies, parce que plusieurs d'entre nous appartiennent aux deux ethnies, en fait. Nous l'avons fait à Paris, nous l'avons fait à Bruxelles, et à chaque fois, à la fin de nos cérémonies, d'ailleurs, on nous tenait loin du mémorial. Un jour, un sénateur belge avait dit, voilà des génocidaires. Nous, Matata, génocidaire, rendez-vous compte? Robert, génocidaire, et moi, génocidaire, alors que nous sommes des victimes, et tous les camarades avec qui on était, nous devenions tout d'un coup des génocidaires qui étions allés, disait le sénateur, souiller le sang des Tutsis. Donc, ça existe, ça continue de se passer comme ça. Et donc, que les gens ne se trompent pas sur le système actuel du FPR. Le système n'a pas changé. Je vous ai dit que ce sont
des discriminations institutionnalisées, c'est-à-dire qu'elles ont été imposées et elles demeurent comme telles. Rien n'a changé. Et ça se voit dans tous les domaines dans le pays. Là, j'ai parlé de certains domaines, j'allais poursuivre. Tout cela nous amène à comptabiliser d'autres discriminations dans des domaines aussi fondamentaux que les premiers. Dans l'armée, c'est l'apartheid au quotidien d'abord, mais aussi généralisé. Le commandant de l'armée rwandaise, RDF, est constitué à plus de 99%. On a vu les chiffres, on a les chiffres, les noms, les grades et tout. À 99% et plus d'ailleurs, par des officiers Tutsis, pour la plupart venus d'Ouganda, du Burundi et du Congo. Il y a des Hutus. Hein. Moi, je ne suis pas pour la discrimination positive, mais la discrimination, elle est abominable dans des domaines comme celui-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prépare le terrain à toute possibilité de dérapage. C'est comme ça que se commettent les génocides. On peut raconter l'état de la situation avant 1994. L'armée rwandaise, n'en déplaise ce que certains d'entre nous prétendent, n'était pas représentative de tous les Rwandais. Elle était vraiment une armée Hutu, reconnaissons-le. La gendarmerie était une gendarmerie Hutu, etc. Et ce genre de situation facilite, ça devient des éléments facilitateurs de dérapage en pareilles circonstances. C'est pourquoi nous disons que, en fait, toutes ces discriminations constituent des bombes à retardement que nous. Et dans l'enseignement, il y a aussi des discriminations? Dans l'enseignement, au niveau des enseignants, je ne suis pas très informé, mais je pense que c'est difficile à tenir. On ne peut pas empêcher les Hutus d'être des enseignants dans les écoles primaires, parce qu'il y a des endroits où il n'y a que ceux-là. Mais dans l'enseignement, c'est-à-dire que les élèves, par exemple, les études des jeunes Rwandais, parce que souvent ils viennent de familles pauvres, ceux qui ne disposent pas des aides, qui n'ont pas de bourse de l'État, y compris au primaire d'ailleurs et au secondaire, hein, quand on arrive à l'université, c'est encore pire. Certains sont obligés de s'endetter, alors que les rescapés Tutsis, c'est-à-dire tous les Rwandais qui étaient au Rwanda avant 1994, sont aidés par des fonds divers, dont le FARG, qui vient d'être d'ailleurs fondu au sein du ministère de l'Unité nationale, entre guillemets. Donc, là aussi, si vous donnez des bourses et des aides à une partie de la population, vous creusez ces discriminations, vous creusez les inégalités. Et un État fondé, construit sur base de l'inégalité institutionnalisée, eh bien, ce n'est pas un État-nation. C'est ce que nous appelons, je l'ai dit tout à l'heure, des petites bombes, des petites mines disséminées un peu partout et qui vont exploser. Nous avons dit que cette bombe-là, que le Rwanda était dirigé par un groupe mafieux et criminel qui tient en main toutes ces mines. Et ce sont les seuls, Kagame et ses camarades, ce sont les seuls qui savent quand ils vont appuyer pour que les bombes explosent. Il nous appartient, nous, défenseurs des droits de l'homme et résistants, combattants de la liberté et surtout de l'égalité, de déminer la situation, c'est-à-dire de montrer où se trouvent ces inégalités, à qui elles s'appliquent, les dénoncer en espérant qu'un jour elles vont disparaître et que les Rwandais vivront dans un pays en toute égalité. Je ne peux pas citer tous les domaines. Est-ce que nous sommes en train de faire, de dénoncer, de montrer, de pointer du doigt? Vraiment, cette émission d'aujourd'hui, je pense que vous avez très bien fait de le faire. Nous devrions revenir régulièrement pour précisément dénoncer ça. Il y a d'autres domaines où ces discriminations, par exemple de la culpabilisation. Lorsque le président de la République demande à la jeunesse Hutu de présenter ses excuses au Rwanda et au Tutsi, parce que leurs parents auraient commis le génocide en leur nom, c'est traumatisant de la part d'un chef d'État, c'est traumatisant pour les jeunes à qui il s'adresse
cette déshumanisation des victimes. Dire, oui, ils sont morts, vos parents, mais allez, ils les envoient balader en disant, allez vous faire foutre, comme dirait un Français normal. Le détournement du terme rescapé fait plus mal qu'on ne pense. Même si on ne le dit pas, il y a un racisme ethnique dans notre pays. Nous avons toujours cité le cas de notre jeune Chaka Gilbert, qui a des difficultés actuellement. Je ne reviendrai pas sur les différentes versions qui sont données sur son affaire, mais Chaka Gilbert a été le premier, je pense, à dénoncer ce racisme ethnique. Lui, enfant de Hutu et de Tutsi, son père Hutu, sa mère Tutsi, victime pour une partie de sa famille des massacres commis par les Interahamwe en 1994, et dans la foulée, 45 ou 50 personnes Hutu de sa famille tuées par le FPR, alors qu'ils étaient tranquilles là, sur le territoire que contrôlait justement le FPR, donc qui n'avaient pas commis le génocide, même s'ils avaient commis le génocide, ils n'auraient pas eu le droit de les exécuter comme ça sans jugement. Eh bien, ce jeune homme a été menacé. C'est un cas tout à fait symbolique de cette discrimination, de ce racisme ethnique. On va aider la personne qui est pure, Tutsi. Parce que si vous avez un parent Hutu, ou de quoi, maman, papa, même si le père est Tutsi, et que donc vous êtes Tutsi, vous n'aurez pas d'aide, à supposer même que votre famille ait été exterminée. C'est très, très grave. Donc, les aides, la mémoire et tout ça est fondé sur l'appartenance à l'ethnie Tutsi. Et l'appartenance pure. On ne supporte pas ce qu'on appelle généralement les impurs. Et ça, c'est extrêmement grave. Certains ne voient pas la gravité, mais pour les familles, et elles sont très nombreuses, qui sont dans cette situation, c'est invivable. C'est invivable et c'est inhumain. Il y a eu des cas où le FPR a écarté, soit pour des raisons d'aide ou de, je ne sais pas, ou d'embauche, hein, où le FPR a écarté des gens avec une provenance douteuse quant à leurs ethnies. Ah oui, tout à fait. Ça se fait au quotidien. Ce n'est pas pour rien, et cela est dit par des Tutsis de bonne foi d'ailleurs. Suivez Karasira, il a tout expliqué. Suivez, il y a un autre qui a dit, quand vous entrez à la banque aujourd'hui, ou dans une grande institution rwandaise, quand vous êtes étonné qu'il n'y ait pas de Hutu, ils le disent. Hein? Comment ils le savent? Je ne sais pas. Moi, si je répète cette phrase, on va me traiter de... ils ont écrit récemment un article qui est passé dans le journal Igihé. D'ailleurs, je l'ai commenté ici à notre radio, qu'il y a eu des recherches au niveau de l'ADN où ils savent distinguer les enfants et les descendants des mamans Tutsi. Parce que leur ADN serait, disons, devenu reconnaissable. Hein? Parce que je suis Tutsi, je suis mère d'un enfant Tutsi, alors l'ADN de la mère se serait un peu modifié pour être reconnaissable et l'ADN de l'enfant aussi. Bon, je le dis parce que c'est écrit noir sur blanc. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ça se fait. Le président Kagame lui-même, dans un article de Jeune Afrique, dans une interview qu'il a donnée à François Soudan, il y a peut-être 2-3 ans, avait dit qu'il a fait faire des examens et qu'il avait découvert qu'il avait des ADN Tutsi, Hutu et même quoi. Je ne sais pas si vous n'avez pas cet entretien de Paul Kagame, je pourrais vous l'envoyer. Il l'a dit à Jeune Afrique, qui est quand même son organe de communication ici en France, qui est rémunéré, rétribué pour faire ce travail de communication. Paul Kagame a dit qu'il avait du sang Hutu, Twa et Tutsi. Et que c'est son ADN qui le lui a révélé. Donc, quelque part, ça veut dire qu'au Rwanda, on utilise l'ADN comme, je ne sais pas d'ailleurs comment, depuis quand ils organisent ce genre d'examen d'ADN.
pourquoi sont-ils revenus à cet élément dans le journal, qui est un journal quasiment officiel du pays? C'est extrêmement grave, en fait. Et là, ce qui est encore grave, c'est il y en a qui disent qu'au Rwanda, il n'y a plus d'ethnie, parce que comme vous dites qu'il y a des ethnies, aujourd'hui, vous êtes poursuivible par la justice. On va vous accuser d'idéologie génocidaire. Mais dans le même temps, ils pratiquent justement la ségrégation au quotidien, basée sur l'ethnie. C'est là que j'affirme que le régime du FPR, Robert l'a quasiment dit aussi, il est basé sur le mensonge, mais aussi sur la peur qu'un jour tous ces mensonges ne soient découverts, parce que c'est vraiment un régime qui a fait de l'apartheid ethnique son outil de terreur. Ils vous persécutent parce que vous êtes de l'autre ethnie. En même temps, ils disent qu'il ne faut pas parler des ethnies. Ils recrutent les militaires, les officiers dans les grandes écoles sur cette base. En même temps, ils disent qu'il n'y a pas d'ethnie et qu'il n'y en a jamais eu au Rwanda. Et en même temps, ils disent qu'ils ont découvert des ADN d'enfants Tutsis ou de mélange de je ne sais quoi. La vérité, c'est que c'est vrai. Il existe Amoko, Hutu, Tutsi, Batwa, et les enfants qu'ils ont naturellement donnés à notre terre, le Rwanda. C'est sûr que nous avons beaucoup de mélanges au Rwanda, et tant mieux pour notre pays. Mais en même temps, ils passent derrière et ils instituent des lois qui vous menacent de poursuite si vous prononcez le mot Hutu, Tutsi. C'est là le mensonge fondateur du FPR. J'en ai compté une centaine de grands mensonges fondateurs du régime du FPR, mais celui-là, il est très, très fort et seul le FPR peut arriver à le faire passer. Je vous remercie. L'heure avance, ambassadeur Nagizima, Jean-Marie Vianney. On peut évidemment parler des heures et des heures, mais bon, on est limité par le temps. Et nous allons clôturer notre émission donc, ici, mais je vais laisser à chacun la chance de compléter ce qu'il a dit ou ce que les autres ont dit. Mais en juste une minute, je vais commencer par Laurent Miyandri-Kilwa. Monsieur Laurent, auriez-vous quelque chose à ajouter? Et surtout, si vous ajoutez quelque chose à chacun, essayez s'il y a des recommandations aussi à faire, des recommandations surtout à Human Rights Watch, à qui de droit. Bon, Monsieur Laurent Miyandri-Kilwa. Merci Aloïse. Bon, moi je reviens un peu sur l'impunité. Bon, on a parlé d'impunité du président. Bon, il y a l'article 114 de la Constitution qui consacre cette impunité. C'est une précision. Bon, je reviens aussi sur un peu ce qu'on n'a pas dit ici dans nos discussions et même le Human Rights Watch n'en parle pas. C'est les discours de harcèlement. Donc, à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, il y a des discours de haine. Ces discours de haine, bon, on ne le souligne pas. Bon, il y a des autorités quand même qui appellent la jeunesse à haïr l'autre jeunesse. Vous l'avez senti, Kabarebe l'a dit. Ça, c'est une évidence contre Jambo, ASBR, et même contre la jeunesse détenue Hutu de façon visible et particulière. Là, c'est une précision de taille. Et puis, il y a même d'autres officiels, notamment les vétérans du FPR, il y a ils n'hésitent pas à carrément insulter les gens, à nommer. Vous avez vu le mot, il y a une phrase qui est passée sur Twitter. Il y a le tweet, les 17, plutôt le fameux tweet. Il y a les 17 tweets du vieux Tito Rutaremara, voilà. du FBR, qui sont très expressifs.
Ils sont très expressifs, mais il y a aussi le fameux tweet sur les 8 personnes qui vivent au Nigeria pour le moment qui n'ont pas de pays, qui ne savent pas où aller. Le fameux tweet de ne sais qui a avancé ça. Oui, c'est Mouniakazi Sadat. Voilà, ça date. Voilà. Donc, avec ces son discours tweet de sur les haine ne déchets sont pas nucléaires. poursuivis. Donc, il y a la promptitude du régime du RIB à poursuivre les gens qui critiquent le régime, mais quand les mêmes gens, les mêmes personnalités du régime avancent de telles insultes, de tels discours, ils ne sont jamais poursuivis. C'est ça c'est une impunité qui est caractéristique du régime. Donc ceux qui le défendent, même en insultant les autres, ils ne sont jamais inquiétés. Donc là, c'est un aspect que on devrait creuser en tant qu'organisation d'association des droits de l'homme pour voir l'impact sur la discrimination, sur l'impunité aussi. Nous l'avons fait, il y a un document que nous avions rédigé sur les discours de haine, je crois qu'il faudra le compléter, je vous l'enverrai. On en avait parlé un peu sur ce genre de discours, parce que avant, donc avec les radios, on parlait de RTRM, on parlait de Radio Muhabura ou de Radio Rwanda à l'époque, mais actuellement avec les réseaux sociaux, avec les discours de haine sur la radio, sur les YouTube, mais de la part des pro-régimes, est très caractéristique et on revient en arrière. Donc, comme recommandation, c'est vraiment, ça serait intéressant que on revienne un peu sur ces questions d'impunité, qu'on revienne un peu dans les débats sur les droits de l'homme au Rwanda. La Radio Muri qui a initié cet aspect de débat, qui continue sur la lancée, qu'elle a commencé. Et j'encourage aussi d'autres radios comme les Grands Lacs ou les autres de faire des débats en français dans des langues étrangères pour que non seulement les nationaux, les voix des nationaux puissent refléter ou soit réflexives sur ce qui se passe réellement au Rwanda et qu'ils soient entendus par d'autres populations, d'autres peuples. Et merci beaucoup pour les débats d'aujourd'hui. Merci, Monsieur Laurent Munyandri Kilwa. Vous êtes le président de l'Observatoire des droits de l'homme. Encore une fois, vous serez toujours le bienvenu sur Radio Rumuri. Donnons la parole maintenant à Robert Mugabo Windekwe, lui aussi, pour qu'il complète ce qu'il a dit ou ce que les autres ont dit en très peu de temps et quelques recommandations s'il y en a. Merci. Je vais faire trois recommandations, trois petits points, donc je vais essayer de les faire rapidement. La première chose, c'est quelque chose que Monsieur l'ambassadeur a souligné. Il a dit qu'il fallait souligner, parlant des pays qui envoient des personnes au Rwanda pour être jugées là-bas, tout en sachant que les normes de justice ne sont pas là, que les gens qu'on envoie là-bas vont être torturés, vont être mis dans des prisons exiguës où ils vont pourrir à l'intérieur de ces prisons-là. Ce sont des actes irresponsables. C'est vraiment des actes irresponsables. Envoyer des gens comme ça dans un pays totalitaire, c'est un peu comme si la Hollande envoyait des opposants de la Corée du Nord à la Corée du Nord. C'est quelque chose, bon, moi j'appelle ça des actes collabos. Je pense que la Hollande est un pays riche. Il peut avoir d'autres choses à vendre que des êtres humains. Donc vraiment, je pense que ça, c'est un point qu'il faut absolument dénoncer. La deuxième chose dont je voulais parler, moi, c'est les enseignements que cette année m'ont apporté. Cette année, j'ai vraiment… Bon, on a assisté à beaucoup de choses, mais moi, j'ai quand même vu que les personnes qui se battent pour un changement positif dans le pays, un changement sans violence, ont, à un moment donné, gagné beaucoup de terrain. Et j'ai vu un changement, un retournement de situation lorsque le FPR a eu un souffle, lorsque le FPR a réussi à
à séduire les Occidentaux en les vendant des militaires au Mozambique, ça lui a permis d'avoir un souffle. Alors, avant, le FPR, par rapport aux gens qui veulent le changement positif, le FPR avait un avantage. Maintenant, il a que des souffles. Il a le temps de souffler. Ça va durer un petit temps, mais ça ne durera pas longtemps. Mais avec ce souffle, il en a profité pour faire reculer tout ce qui avait pu avancer, enfermer les gens, tuer les autres. Donc, moi, vraiment, j'appelle tout le monde à faire en sorte que même ce souffle n'arrive plus dans le futur. Parce que si on veut un changement positif, il faut qu'on serre la vis, il faut qu'on soit fort et qu'on impose ça au FPR pour que ça puisse arriver. Si on n'arrive pas à le faire, ça passera par d'autres voies qui ne sont pas le changement positif, par des voies peut-être militaires, certainement. Donc, essayons vraiment de faire en sorte que même ce petit souffle que le FPR peut se permettre maintenant encore de temps en temps ne puisse pas arriver. Enfin, la dernière chose, c'est vraiment ce rapport donc, parle de beaucoup de gens qui sont tués. Il y a des personnes tout à fait, des civils qui n'ont rien à voir avec la politique, qui sont dans ce rapport, mais il y en a d'autres qui vraiment essayent de participer au changement. Donc, ce que je veux demander aux gens, c'est de ne pas les oublier. Dans Jambo ASBL, par exemple, cette année, on a décidé de faire un petit focus sur, je le montre très rapidement, sur Bahati, en créant quelque chose. Donc, ici, c'est un calendrier, hein, donc il y a plusieurs choses à l'intérieur. Mais cela permet de faire en sorte que ces personnes-là, ces héros du lendemain qu'on veut, du Rwanda qu'on veut de demain, continuer à vivre avec nous, que leur combat ne meure pas, que leurs actes soient une pierre continue à nous construire et à nous fortifier. Donc, j'appelle vraiment tout le monde à penser à des projets comme ça pour que les personnes qui se sont données et qui ont accepté de donner leur vie, donc des héros, vraiment, puissent continuer à vivre, puissent continuer à être avec nous. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Merci Robert. Vous êtes donc le responsable. Je ne sais pas si Joseph m'a interdit de parler de président. Je ne sais pas si vous êtes coordinateur ou je ne sais pas. En tout cas, vous êtes le responsable de Jambo ASPN. C'est vrai, vous avez raison. On se bat pour ses droits. Il ne faut pas les attendre de quelqu'un. C'est vous qui allez les rechercher et les acquérir. Donc, tout à fait d'accord. Merci pour votre appel. Donnons la parole à M. Joseph Matata, qui va lui aussi conclure sur l'émission d'aujourd'hui. Joseph Matata, à vous la parole. Bien, je voudrais vous autoriser. Ceux qui ont le titre de président, vous pouvez les appeler président. Ce que je déteste, c'est de me traiter de président. Voilà, merci. C'est très gentil. Donc, ici, je voudrais souligner que notre pays a perdu presque toute l'élite, qu'elle soit Tutsi ou Hutu. Nous avons perdu toute l'élite. Et l'élite qui reste, qui a survécu, comme les juristes, comme Ndajimana, etc., et les autres, on les persécute, on les pourchasse. C'est comme si on voudrait les lyncher aussi. Donc, je vois que notre régime totalitaire, il ne veut que garder les gens, je vais dire, extrémistes ou stupides, je ne sais pas moi. Mais j'essaie de faire un petit truc sur lequel je termine. Imaginez-vous que le RIB ou la police, ils ont mis en prison, et je me suis mis d'aligner les docteurs. Docteur Théoneste Nitedeka, docteur Léopold Munyakazi, docteur Moussi Joseph, docteur Kayumba Christopher, docteur Pascal Habarugira, c'est un médecin qui est en prison, gynécologue. Le docteur Aloïs Bigiranghana, le docteur Rwamucho, il est poursuivi. Le docteur Sosten Munyamana, il est poursuivi dehors. Un grand intellectuel aussi, Ndangari Christophe, il est aussi recherché. Il y a une procédure judiciaire contre lui. Donc,
tous les gens intelligents qui n'ont pas été assassinés ou qui ne sont pas en prison au Rwanda en train de crever, on les poursuit là où ils sont. Et même ceux qui n'ont pas de dossier, on essaie de les salir, de les traîner dans la boue par tous les moyens. Donc, c'est ça la spécificité d'un régime totalitaire. C'est qu'il méprise, absolument, il méprise la liberté intellectuelle, l'essor des connaissances et le respect de la justice. C'est ça, c'est sur ce mot que je m'arrête. Voilà, merci. Merci Joseph Matata. Vous êtes donc coordinateur du CLIR, Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda. Merci pour votre mot de la fin. Monsieur l'ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, c'est à vous la parole pour le mot de la clôture. Je vous remercie beaucoup. Après toutes les prises de parole de mes camarades, je ne puis vraiment que m'incliner devant leur esprit de combativité. Ils n'ont jamais caché leurs sentiments à l'égard de toutes les injustices qui se commettent dans notre pays. Et en plus, c'est des gens, c'est des transversaux en matière d'idées et de conception de l'image que devrait refléter notre pays. Je sais ce que je veux dire par transversal. C'est des gens qui se sentent à l'aise dans tous les groupes. Et j'aimerais que nos compatriotes, surtout ceux qui sont dans le domaine de l'activité de défense des droits de l'homme, ceux qui dirigent ou appartiennent à des partis politiques de l'opposition, qu'on essaie tous ensemble de nous servir des modèles. Comme Robert vient de le montrer, il y a le jeune poète Bahati, ses camarades Karasira, Tchouma et tous les autres, Théoneste Senyimana, et tous leurs camarades aujourd'hui arrêtés et emprisonnés et torturés en prison, parce qu'ils ont atteint un niveau de d'engagement. Voilà, ils ont atteint un niveau d'empathie. C'est-à-dire que c'est pourquoi d'ailleurs le régime du FPR perd la tête et perd les pédales. Parce qu'ils étaient habitués à combattre une partie, une ethnie donnée, mais aujourd'hui, ils se retrouvent face à des jeunes résistants et opposants idéologiques venus de toutes les ethnies et qui se battent ensemble contre cette terreur et cette tyrannie. Je appelle mes camarades de l'opposition, surtout en exil, je les appelle à développer cette empathie. Lorsque nous disons que des membres de telle ethnie ont souffert, qu'un génocide a été commis contre eux, je demanderai à ceux qui n'appartiennent pas à cette ethnie de ne pas lancer des colibés ou de ne pas parler de négationnisme, d'extrémisme. Non, nous devons pouvoir nous placer de nous mettre à la place des familles de ces victimes qui n'ont jamais connu la justice. Je veux dire que les Bahutus devraient pouvoir se mettre à la place des Tutsis. Ils ont subi un génocide. Ceux qui le nient, ça les regarde. Et tous ceux qui savent qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis en 1994 devraient se mettre à la place des victimes et de leurs familles Tutsis. Et en l'inverse, les Tutsis qui ne sont pas habitués à entendre les Hutus parler de génocide commis contre eux, doivent aussi réfléchir et développer une empathie en se disant, tiens, nous on ne savait pas, mais ne pas dénier ce génocide. Essayer de se mettre à la place de ces familles Hutus, des enfants dont les parents ont été massacrés depuis 1990. Et si on suit cette trajectoire, tous les deux, parce que les Batkois ne sont jamais dans cette combine de discrimination. Les Batkois, ils ont toujours été discriminés, voire exclus de la vie sociale de notre pays. Si nous suivons la même trajectoire en termes d'empathie, je pense que la réconciliation viendra très vite, surtout qu'au Rwanda, les choses changent radicalement.
il y a bien sûr des extrémistes. Vous avez parlé, je pense que c'est Matata qui a cité le tweet de M. Sadat Mouniakazi, qui est vraiment immonde. C'est un tweet immonde. Les tweets de Tom Dahiro, immondes. Les tweets de Tom... Ces gens-là n'ont jamais été punis pour ça. Au contraire, on les félicite en fait. On les nomme même à des grades qui ne méritent pas. C'est ça le problème. Mais nous, qui ne sommes pas sous l'emprise du FPR, développons cette empathie et arrêtons les querelles qui nous opposent chaque fois que nous ne sommes pas d'accord, chaque fois que nous crions au loup, chaque fois que nous pensons que les autres stigmatisent une ethnie alors qu'il n'en est rien. Arrêtons de développer des attitudes négatives et allons les uns vers les autres. Le dialogue, c'est une qualité, c'est un principe que nous devrions suivre jusqu'au bout. Et un dialogue empathique ne peut aboutir qu'à la réconciliation et à l'unité nationale. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, chers invités. Merci, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, pour les idées, pour la présence. Merci, Robert Mugabo Ndekwe de Jambo ASBL. Merci, Joseph Matata du CLIR. Merci, Laurent Mouyandri Kilroy de l'ODHR pour votre contribution à l'émission d'aujourd'hui. Et mon souhait, c'est que vraiment les émissions comme celle-ci soient fréquentes pour que le Human Rights Watch, qui a fait un excellent travail, puisse aussi prendre comme source les idées qui se donnent ici, parce que sans diminuer le travail ni la volonté de Human Rights Watch, vous avez des sources que Human Rights Watch auquel Human Rights Watch ne peut pas accéder. Vous êtes rwandais, vous avez des familles là au Rwanda qui vous donnent des informations. Et comme ça, Human Rights Watch prendra comme source aussi vos travaux, comme vous les aurez exposés ici, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Donc, maintenant, ce travail, ce rythme, cette ligne, et voilà. Merci pour la soirée. En tout cas, à la prochaine. Si je n'abuse pas, est-ce que je peux dire un petit mot? Oui, bien sûr. Un petit mot pour dire merci au docteur Denis Mukwege, parce qu'il est en train de faire un travail formidable pour toute l'Afrique des Grands Lacs. Il fait le tour du monde, il sillonne les capitales occidentales, malgré les risques qu'il court. Et malgré qu'il ait été un peu souffrant ces derniers temps, le 12 janvier encore, il était au Parlement français, où il a rencontré les députés, où il a fait une conférence en faveur des victimes des crimes commis en RDC de 1993 à 2003, et qui ont été documentés dans le rapport Mapping. Donc, c'est aussi un clin d'œil à mes compatriotes pour qu'on s'intéresse davantage à l'action du docteur Mukwege et qu'on soit plus solidaire avec les victimes congolaises, qu'on ne parle pas toujours que des Rwandais. C'est vrai qu'il y a eu des centaines de milliers de Rwandais assassinés en RDC, mais c'est vrai aussi qu'il y a eu des millions de Congolais victimes de ces mêmes massacres et des conséquences latérales, collatérales, parce qu'il y en a eu aussi. Il n'y a pas eu que des massacres, il y a eu aussi des mises en danger des populations congolaises où l'on compte plusieurs millions de morts. C'est cela que je voulais absolument et que je tenais à dire. Merci. Merci. Et nous terminons donc sur cet ajout de l'ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine et merci encore une fois. Merci, merci. Salut, ciao. hataba abagome nihaba urugomo ntihamaze imwe ntihabe n'ishyari numvise ku isi muyizenguruka uturangire rwose tugeyo